Dans cette vidéo, nous allons discuter 3 points. Nous allons proposer 2 modèles de classification, le modèle logistique et le modèle linéaire discriminant. Nous montrons comment construire la courbe ROC Receiving Operating Curve sous SPSS et ce qui nous permettra par la suite, à partir de l'aire sous la courbe ROC, de choisir le meilleur modèle de classification. Donc, présentation de 2 classifieurs, construction de la courbe ROC de ces 2 systèmes de classification et choix du meilleur modèle de classification. Alors, quelques généralités portant sur les courbes ROC. Ce sont des courbes qu'on utilise en général pour évaluer et comparer les performances de différents modèles de classification. Ces courbes sont très utilisées dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine médical, pour assister les diagnostics pronostiques des médecins pour des patients atteints de pathologies assez sévères. Et pas seulement dans le domaine médical, mais aussi dans le système financier, le domaine bancaire, et en fait partout où on voit la nécessité d'automatiser un système de classification. L'exemple que nous allons traiter ici est issu du système bancaire. Notre problème, une banque vient nous voir et nous demande de lui proposer de construire un système automatique, une machine qui fournit automatiquement, en fonction des critères de qualification du client, la décision d'accorder ou de ne pas accorder un prêt, un crédit, une nouvelle carte de crédit à ce client. Donc voilà le problème qui est posé. C'est un problème qui est très simple par sa formulation. On a des variables indépendantes qui portent sur les caractéristiques des applicants, des clients, et on voudrait, à partir de ces variables, à partir des mesures observées pour un client donné, déterminer, mais pas une procédure automatique, si on lui accorde le prêt ou non. Alors, je vais ouvrir un fichier et qui s'appelle prêt bancaire. Donc, j'ouvre le fichier prêt bancaire et ce fichier comporte plusieurs variables, plusieurs colonnes, l'âge de l'applicant, le niveau d'éducation qui est une variable qualitative et qui dit si l'applicant, si le client a ou bien complété son secondaire, s'il a eu un diplôme secondaire, s'il a le niveau collégial, et puis je crois qu'il y a un 4e niveau qui est s'il a un diplôme universitaire. Et comme les clients ont un travail, un boulot, on veut savoir le nombre d'années d'expérience dans la profession actuelle. Le client numéro 7, ça ce sont des données passées, qui a 35 ans, a complété le secondaire, son secondaire, et puis a passé 13 années dans la profession actuelle. Et il a un revenu de 35 000 $, donc ce sont des montants en milliers de dollars. Son ratio de dette-revenu, c'est-à-dire sa dette par unité de revenu, est de 10 unités monétaires ou 10 000 $. Sa dette par carte de crédit est de 4,58 fois 1000 $. Et puis chaque client a d'autres dettes, peut-être qui concernent d'autres cartes de crédit, Visa, Mastercard, etc. Et la variable qui nous intéresse, ce qu'on voudrait pouvoir prédire, c'est cette variable que j'ai appelée prêt bancaire et qui dit si oui ou non on accorde le prêt au client. Alors dans le passé, on n'a pas accordé le prêt au premier client. Vous voyez, ça dit non. Ce premier client, il avait 47 ans. Il avait un revenu de 81 000 $. Il avait une dette par revenu de 5,50. Une dette par unité de carte de crédit de 1,51. Et puis ses autres dettes s'élevaient à 2,95. On n'a pas jugé bon de lui donner la carte de crédit. En fait, cette information, non, et pour certains clients, oui, nous donne l'historique des comportements des experts qui ont, après entrevue, donné leur accord ou leur désaccord par rapport à l'application du nouveau client. Alors le problème avec les experts humains, c'est qu'ils ne s'entendent pas et commettent souvent des erreurs. Et parfois, on a accordé le crédit à un mauvais client. Et une machine, un système automatique, est pour nous un système expert dont la fonction est d'imiter l'expertise de ces hommes, de ces femmes du milieu bancaire, en apprenant cette expertise à partir des informations passées des clients et puis
comme on l'a dit, faire des prédictions pour les futurs clients qui vont se présenter à nos bureaux. Ok? On a combien de sujets à l'étude? On a un échantillon de 100 mesures. On va proposer deux modèles de classification, comme on a dit, le modèle logistique et le modèle linéaire discriminant. Ces deux modèles sont très souvent utilisés dans le cas de variables binaires. Et la variable ici est binaire, c'est le prêt bancaire, où j'accorde le prêt ou je ne l'accorde pas. D'accord? Donc le modèle logistique se prête bien à ce genre de situation et aussi l'analyse discriminante. Le modèle discriminant diffère légèrement du modèle logistique en ce qu'il fait des hypothèses par rapport à la distribution des caractéristiques des variables indépendantes. Par exemple, il fait l'hypothèse que les variables années d'expérience, revenus, dette par revenu, etc. ont une distribution normale, alors que le modèle logistique ne fait aucune hypothèse par rapport aux caractéristiques des individus. Donc en ce sens, le modèle logistique est plus robuste puisqu'il ne fait pas d'hypothèse de normalité. Le modèle discriminant fait l'hypothèse que les caractéristiques indépendantes ont une distribution normale. Ok? Donc deux modèles très proches, mais qui diffèrent par la façon d'approcher la modélisation même de la variable dépendante, le prêt bancaire ici, mais aussi par les hypothèses sous-jacentes au modèle. Ok. Alors, avant de passer au premier modèle, le modèle logistique, voir comment le construire dans SPSS, je voudrais faire remarquer que dans le fichier, certaines informations manquent. Et parce qu'on a perdu l'information sur le client. Donc, si vous prenez le client numéro 8, on a toutes les caractéristiques indépendantes. On ne sait plus si on lui a accordé le prêt ou non. Donc, il y a des informations manquantes et il faut pouvoir demander à SPSS de gérer ces valeurs manquantes. Ces valeurs perdues, peu importe. Ok? Alors, commençons donc par construire le modèle logistique pour la prédiction de la probabilité d'accorder un prêt à un client compte tenu de ses caractéristiques, de son âge, de son niveau d'éducation, de son revenu, de sa dette par revenu, etc. Alors, pour construire le modèle logistique, on va dans Analyse, Régression, et on fait Binary Logistic, logistique binaire. Pourquoi binaire? Parce que la variable dépendante, le prêt bancaire, a deux valeurs possibles, où on accorde le crédit, ou on ne l'accorde pas. Dans la case ou dans la cellule pour dépendante, la variable dépendante, c'est pour nous cette variable que j'ai appelée prêt bancaire et qui indique que par le passé, l'individu n'a pas payé sa dette, il a fait défaut. Et c'est justement parce qu'il a fait défaut et aussi avec ses caractéristiques qu'on ne lui a pas accordé le prêt. Et au contraire, on a accordé le prêt à un individu qui par le passé n'a pas fait défaut en regardant aussi ses caractéristiques. Donc je vais mettre dans la case variable dépendante la variable à l'étude, la variable de classification, de catégorisation dont le label dit dette impayée dans le passé. Et toutes les autres variables sont les régresseurs, ce sont les variables indépendantes. Donc je vais sélectionner ces variables conjointement et puis les inclure dans la case covariate qui est l'ensemble des variables qu'on va utiliser pour faire le modèle de prédiction. La méthode, je vais garder inter parce qu'elle fait entrer dès le départ toutes les variables dans l'étude, mais on pourrait choisir d'autres méthodes d'analyse, forward, backward et stepwise, mais ça on va le voir dans une autre vidéo. Si on clique dans categorical, SPSS nous demande d'entrer toutes les variables catégoriques, toutes les variables qualitatives du modèle. La seule variable qualitative, c'est le niveau d'éducation. Donc, je fais entrer le niveau d'éducation et je clique sur Continue. Alors, vous voyez bien que le niveau d'éducation est une variable qualitative, même si cette variable est codée avec des valeurs numériques. Donc, par exemple, un individu qui a complété son secondaire est codé comme 1, et puis un individu qui a eu le diplôme secondaire est codé comme 2, etc. Okay? Donc, c'est une variable qualitative. Vous pouvez cliquer dans Options si vous voulez des informations portant sur les intervalles de confiance pour les coefficients de la régression, mais ces informations ne nous intéressent pas ici. Ce que nous voulons, c'est le modèle et les probabilités prédites pour chacun des individus de l'échantillon. C'est ce qui est important ici. Dans un autre contexte, on pourra utiliser cette fenêtre. Donc, je mets Cancel parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis, Save, c'est important. On va sauvegarder les probabilités prédites par le modèle. On va aussi sauvegarder dans le fichier actif la classe ou la catégorie
correspondant à chaque individu d'après le modèle. Donc, il y a la réalité et puis il y a le modèle. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir comparer. Vous allez voir quand on va tracer la courbe ROC. Tous les autres paramètres sont sans intérêt pour nous. Donc, je fais continue. Et je clique sur OK. Alors, vous avez tous ces tableaux de la régression logistique que j'ai interprétés dans une vidéo passée. Et mon objectif ici n'est pas de commenter ces tableaux, mais de regarder les probabilités de prédiction et la classe prédite par le modèle logistique. Donc, je vais dans le fichier actif et je vois que 2 colonnes ont été ajoutées au fichier. Une colonne qui s'appelle pré 1 qui indique la probabilité de classer dans la catégorie 0 chaque client. Donc par exemple, le premier client qui a 47 ans et toutes ses caractéristiques et qui en réalité a fait défaut par le passé et donc à qui on n'a pas accordé le prêt bancaire, a une probabilité, d'après notre modèle logistique, de 0,00063 d'obtenir le prêt bancaire. Donc ça, c'est la probabilité de lui accorder le prêt. Vous voyez que cette probabilité est très faible et notre système automatique a dit non, on ne va pas lui donner le prêt bancaire. Et c'est une très bonne décision ici puisque la décision du système automatique est conforme, est compatible avec la réalité. Je cherche une erreur. Regardez le client numéro 24 à qui on a accordé le prêt par le passé, qui n'avait pas fait défaut dans ses paiements, dans les paiements de ses dettes, de sa carte de crédit. Il a une probabilité de 0,13 et c'est une probabilité qui est très faible. En fait, ici, le seuil de décision, c'est 50%. Quand la probabilité est inférieure à 50%, alors SPSS décide que l'individu n'aura pas la carte de crédit ou n'aura pas le prêt bancaire. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une erreur. Il y a une erreur de classification. Évidemment, une erreur de classification, c'est pas grave. C'est pas grave si le nombre d'erreurs n'est pas trop grand. Donc, la question, c'est est-ce que ce système automatique fait le moins d'erreurs possible? Est-ce qu'il fait le moins d'erreurs possible? Et cette valeur 50%, 0,5, par défaut, la valeur choisie par SPSS, ce n'est pas une valeur fixe. On peut la changer si on veut. Je n'ai pas regardé cet aspect quand on a fait l'analyse, mais on peut modifier la valeur 0,5 pour choisir un autre seuil. Mais je pense que le seuil du 0,5 est un bon seuil. Si la probabilité qu'on me donne un prêt est inférieure à 0,5, alors on ne me donne pas le prêt. Et si cette probabilité est supérieure à 0,5, alors on me donne le prêt. Je montre ici encore une autre erreur. Le classifieur logistique a accordé le prêt alors qu'en réalité, il ne fallait pas accorder le prêt ou l'individu a fait défaut. Ok, donc ça c'est le modèle logistique. Ces noms PRE1 et PGR1 ne sont pas très parlants. Je vais aller dans Variable View et changer ces noms. On va leur donner des noms significatifs. Par exemple, ici on va mettre prédiction logistique. Donc je vais écrire prédiction, probabilité de prédiction logistique. Probabilité de prédiction logistique. Ok. Groupe ou bien classe prédite par le modèle logistique. Et j'enregistre. Alors si vous retournez dans Data View et si je mets ici le curseur de la souris, vous voyez probabilité prédite logistique et puis ici vous avez classe prédite logistique. Alors construisons le modèle discriminant linéaire. Donc on va dans analyse et puis classify et puis on choisit discriminant. Et dans grouping variable, on va choisir la variable dépendante qui, comme on l'avait dit, est la dette impayée dans le passé. C'est la variable de classification, c'est celle qu'on a choisie pour le modèle logistique, donc c'est la même variable qu'on va utiliser ici. C'est le prêt bancaire et define range, la valeur minimale c'est 0 et la valeur maximale c'est 1. Parce qu'on a deux valeurs, 0, on n'accorde pas le prêt ou l'individu a fait défaut, 1, on accorde le prêt, l'individu n'a pas fait défaut par le passé. Et on clique sur continue. Dans la case Independence, on va ajouter toutes les variables indépendantes du modèle, les mêmes variables qu'on avait utilisées pour le modèle logistique. Alors, il y avait l'âge, le niveau d'éducation, l'année d'expérience, le revenu au foyer, le ratio par dette de revenu, la dette, et puis les autres dettes. Je ne vais pas inclure probabilité prédite parce que ça, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc, j'ajoute ces variables ici. Et vous pouvez cliquer dans statistiques si vous voulez des informations comme je sais pas, la fréquence, les moyennes, écart type, etc. Mais pour nous, c'est sans intérêt. Et puis aussi, si vous faites classify, vous pouvez obtenir des informations complémentaires. C'est sans intérêt. Ce qu'on veut, c'est de sauvegarder
la classe comme on l'a fait pour le modèle logistique, et puis aussi la probabilité de la classe ou de la catégorie, donc la prédiction. Donc on va prédire la classe, mais on va aussi calculer la probabilité de prédire cette classe. Et je fais continue et OK. Alors vous avez les résultats de l'analyse discriminante que j'ai commenté quelque part et que je ne vais pas commenter ici. Je vais dans la fenêtre active pour voir les résultats. Alors vous voyez que SPSS a ajouté 3 nouvelles colonnes. La première colonne, c'est la classe prédite. Donc vous avez 10, ça veut dire discriminant. Et donc par exemple, le troisième client qui a fait défaut par le passé et pour lequel le modèle logistique a prédit qu'il fera encore défaut. Donc c'est bien. Quand on regarde le modèle discriminant, on a la même prédiction. Donc au moins pour ce client, les deux modèles donnent le même résultat. La première colonne, la colonne 10.1.1, c'est la probabilité de ne pas faire défaut. Alors vous voyez que ces deux probabilités sont complémentaires. La somme égale à 1. Évidemment, puisque les événements accorder le crédit et ne pas accorder le crédit sont des événements contraires. Et la somme des probabilités de deux événements contraires égale à 1. Et c'est cette colonne 10.2.1 qui va nous intéresser, qu'on va comparer à la colonne probabilité prédite par le modèle logistique. Car en effet, si la probabilité de ne pas accorder le crédit, qui ici pour le modèle discriminant vaut 0,01, est inférieur à 0,5, c'est le seuil de décision qu'on a choisi pour le modèle logistique, alors on n'accorde pas le crédit et c'est exactement ce qu'a fait le classifieur. D'accord? Donc c'est sur la base des valeurs de la troisième colonne, sur la base des valeurs de 10.2.1 qu'on a construit les groupes membership pour les participants de notre échantillon. Alors comme je l'ai fait pour le modèle logistique, je vais renommer ces deux variables pour donner des noms significatifs. Donc je vais dans Variable View et au lieu de 10.1, je vais copier ça. Je vais coller ici et puis changer log en voilà, discriminant. Probabilité prédite par le modèle discriminant. Et puis bon, 10.1.1 ça ne m'intéresse pas, mais 10.2.1 ça m'intéresse. C'est la classe prédite par le modèle discriminant. Je vais que discrim. Je vais faire un copy-paste. Probabilité discriminant. Donc je vais copier classe prédite logistique et puis la coller. Donc on a la classe prédite par le modèle discriminant et la probabilité de prédire cette classe. Ce qu'on va faire mes amis, dans ce qui va suivre, c'est dans un graphique des courbes ROC pour ces deux modèles de prédiction. Et ces courbes sont basées sur la variable probabilité prédite par logistique et probabilité prédite par analyse linéaire discriminante. Alors pour construire les courbes ROC, on va dans Analyse, ROC Curve. Et les variables test sont les variables qu'on veut comparer. Donc je vais y mettre la probabilité prédite par le modèle logistique et la probabilité prédite par le modèle discriminant. La variable d'état, c'est la variable de groupe, la variable de classe, ce qu'on appelait la dette impayée par le passé, ce que j'ai appelé le prêt bancaire. Okay? Et la valeur de référence, SPSS dit Value of State Variable, c'est la valeur 1 parce que c'est cette valeur qui nous dit qu'on accorde le prêt alors que la valeur 0 nous dit on n'accorde pas le prêt. Ou si vous voulez, la valeur 1 ça nous dit que l'individu n'a pas fait défaut par le passé alors que 0 c'est qu'il a fait défaut par le passé. On veut la courbe ROC ou les courbes ROC parce qu'il nous en faut deux et donc c'est coché, c'est bien. On va tracer une ligne diagonale qu'on va interpréter tout à l'heure. Erreur standard, intervalle de confiance, d'accord si vous voulez. Et aussi les coordonnées des points de la courbe ROC qui nous donnent pour chaque point, en anglais ils disent cutoff, mais en français on va dire pour chaque seuil de classification. Et un seuil de classification pour nous ici c'est une probabilité, un niveau de probabilité à partir duquel on décide d'accorder le prêt ou de ne pas accorder le prêt. Donc par défaut SPSS a pris 0,5, mais on peut changer la valeur. On peut faire varier cette valeur et puis voir comment varie la sensitivité et la spécificité ou plus exactement 1 moins la spécificité. Je rappelle que on appelle sensitivité d'un test ou d'un classifieur le taux de vrai positif ou encore la probabilité de décider, de déterminer qu'un individu est positif sachant qu'il est en réalité positif. C'est ça la sensitivité et c'est ce qu'on a en ordonnée de la courbe ROC.
Et en abscisse, on a 1 moins la spécificité. Or, la spécificité mesure le taux de vrai négatif, c'est-à-dire la probabilité qu'un individu soit négatif, sachant qu'il est en fait négatif. Bon, ici, négatif, ça veut dire 0, positif, ça veut dire 1. Donc, quelle est la probabilité que l'individu fasse défaut, ne paie pas sa dette, sachant qu'il a en réalité cette caractéristique qui ne paiera pas sa dette, c'est la spécificité. Si on fait 1 moins la spécificité, on obtient le taux de faux positif. Donc, la courbe ROC trace le taux de vrai positif en fonction du taux de faux positif. Regardons d'un peu plus près les résultats de cette analyse. Le premier tableau que propose SPSS, c'est un tableau qui donne les cas à l'étude. Donc, dans notre échantillon, on a 20 cas positifs et on a 64 cas négatifs. Et il y a 16 valeurs manquantes. 16 missing, ok? Larger values of the test result variables indicate stronger evidence for a positive actual state. Ça veut dire, plus la probabilité est grande, plus il y a des chances de classer cet individu comme appartenant à la classe positive, donc appartenant à la classe 1. Or, la classe 1, ça veut dire qu'on lui accorde le prêt. Alors, vous avez deux courbes ROC, une courbe en vert qui désigne la courbe du modèle discriminant et une courbe en bleu qui est celle du modèle logistique. Et puis, vous avez cette diagonale. À quoi correspond cette diagonale? Eh bien, c'est le modèle de classification d'un classifieur aléatoire. Imaginez que la banque vienne vous voir et vous dise, écoutez monsieur ou madame, pouvez-vous nous fournir un système expert qui automatise la classification de la décision d'accorder un prêt ou de ne pas accorder un prêt compte tenu des caractéristiques du client qui vient demander ce prêt. Et vous, au lieu de faire un travail sérieux, vous décidez d'accorder le prêt ou de ne pas l'accorder par un processus purement aléatoire. Donc vous prenez un jeton, vous lancez, s'il tombe sur pile, vous dites j'accorde le crédit, s'il tombe sur face, vous dites je n'accorde pas. Eh bien si vous faites ça, eh bien c'est une méthode de classification et elle est automatique en plus, puisqu'il suffit de regarder la probabilité de pile ou face. La droite diagonale est le résultat qu'on aurait si on procédait aléatoirement. Et la surface, l'air qui se trouve sous cette courbe diagonale est égale à 0,5. Évidemment, puisque d'abord la courbe c'est un carré et l'aire d'un carré c'est côté fois côté, donc ça fait 1 fois 1, mais puisqu'on a un triangle, donc vous avez côté fois côté qui fait r du carré mais divisé par 2, donc ça fait 1 sur 2, ça fait 0,5. C'est la surface qui se trouve sous la courbe ROC qui est l'indice de performance du modèle. Et par conséquent, le modèle aléatoire a un indice de performance de 0,5. Et donc, tout modèle concurrent, tout système de classification doit faire au moins autant que ce que fait le modèle aléatoire. Et quand on regarde le modèle logistique et le modèle discriminant, on voit bien que la surface sous la courbe est supérieure à celle qui se trouve sous la diagonale, ce qui est une bonne chose. Mais il faut faire un test d'hypothèse. Il faut tester pour voir si la différence entre les surfaces, entre les aires, entre les indices de performance qui sont effectivement ces surfaces, si ces différences sont significatives. Parce que là, je regarde avec les yeux, il me semble qu'il y a une différence entre les aires, mais il faut confirmer par un test d'hypothèse. Alors, le test d'hypothèse, il est mené ici. Si vous regardez dans ce tableau, Area Under Curve, probabilité prédite par le modèle logistique, l'aire est égale à 0,879. Ce qui est très intéressant puisque l'aire maximale est égale à 1 et nous, on est proche de 1 avec le modèle logistique. Avec le modèle discriminant, on a 0,88, légèrement supérieur. Donc ça montre que ces deux modèles sont très bons. Et si vous demandez lequel choisir, en vérité, on est dans un cas ou dans une situation où les deux modèles sont concurrents. On peut dire que les deux modèles se valent parce qu'ils ont un même indice de performance. Les qualités sont équivalentes. Regardez la p-value. Elle est égale à 0,000. En fait, elle est très faible dans les deux cas. Puisque la p-value est inférieure à 5%, on va rejeter l'hypothèse nulle que le modèle logistique est semblable au modèle aléatoire ou est équivalent au modèle aléatoire. C'est pas vrai. Ce serait vrai si la p-value était supérieure à 5%. Donc, il y a une différence entre le modèle logistique et le classifieur aléatoire. Il y a aussi une différence significative entre le modèle discriminant et le modèle aléatoire. Donc, ces p-values nous donnent des confirmations objectives pour rejeter l'hypothèse que les classifieurs agissent aléatoirement. D'accord? Et puis ici, vous avez un intervalle de confiance de la vraie surface de l'aire, parce que ça, c'est une estimation, pas une procédure. Et cette estimation
elle est donnée par un indice statistique pardon, qui a une distribution de probabilité. Et à partir de cette distribution, on peut construire un intervalle de confiance. Donc, l'aire qu'on a calculé pour le modèle logistique, l'indice de performance est 0,879, qui est proche de 1. Mais la vraie valeur est inconnue parce que nous, on a travaillé sur un échantillon. Et cet intervalle de confiance nous dit qu'il y a 95% de chances que la vraie valeur se trouve dans l'intervalle de 0,8 à 0,95. Et même chose pour le modèle discriminant. L'échantillon nous a permis de calculer un indice de performance de 0,88, mais le vrai indice, la vraie valeur, se trouve dans un intervalle qui va de 0,8 à 0,96 et il y a 95% de chances que les choses soient ainsi. Ah oui, il y a un tableau qui se trouve tout juste ici. Bon, ce tableau, il est très long. SPSS nous a donné deux tableaux. Un tableau pour le modèle logistique, puis un autre pour le modèle discriminant. Que signifie ce tableau? Eh bien, pour chaque seuil de décision, pour chaque point, en anglais ils disent cutoff, le logiciel a calculé la sensitivité et un moins la spécificité. Donc les points qui ont permis de construire la courbe ROC. D'accord? Au cutoff point 0,0024753, qui est une probabilité, si la probabilité d'accorder le prêt est égale à cette valeur, que vaut la sensitivité pour le modèle logistique et que vaut 1 moins la spécificité? Eh bien voilà les valeurs. La sensitivité, on l'a dit, c'est le taux de vrai positif. 1 moins la spécificité, c'est le taux de faux négatif. Et donc, si vous faites varier les cut-off points, les seuils de décision, vous voyez que pour chaque modèle, pour le modèle discriminant, mais aussi pour le modèle logistique, la sensitivité change et 1 moins la spécificité change. D'accord? On peut inspecter ces tableaux pour peut-être rechercher des analyses un peu plus fines, mais je pense que la courbe ROC, l'aire sous la courbe ROC, nous donne ce qu'il faut et la décision finale qui est la solution du problème. Mais quel problème? Le problème de savoir, étant donné plusieurs modèles de classification, plusieurs systèmes experts, comment décider le meilleur, comment choisir le meilleur. On trace les courbes ROC et on regarde les surfaces, les aires qui sont sous les courbes. D'abord, on les compare aux classifieurs aléatoires pour voir si ces performances, ces tests sont au moins aussi bons que le classifieur aléatoire. Et s'ils sont bons, on les compare entre eux. Et ici, malheureusement, ou peut-être heureusement, on a deux modèles qui se valent. Les deux ont la même qualité. Mais on peut peut-être choisir le modèle discriminant parce qu'il est légèrement supérieur. 0,88 contre 0,879. Alors, dans cette vidéo, nous avons proposé deux modèles. Le modèle logistique et le modèle linéaire discriminant. Nous avons tracé les courbes ROC de ces deux modèles sous SPSS. Et nous avons montré comment choisir le meilleur modèle en regardant les surfaces, les aires qui sont sous la courbe ROC. Merci et à bientôt.